projet, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Gros projet qui me tenait à cœur, auquel je pensais depuis fort longtemps, et j'ai décidé de me lancer. Donc si tu veux me soutenir et m'encourager, n'hésite pas à t'abonner, ça me dira que a priori tu es intéressé par ce que je fais, et surtout à mettre un petit pouce sur cette vidéo qui va être tout simplement mon bilan du mois de juin 2024, qui s'est composé quand même de 15 livres. Alors c'est mon plus petit mois depuis le début de l'année, mais je vais te présenter du coup tout ce que j'ai lu avec quelques coups de cœur et beaucoup de livres, bon, sympa, mais sans plus. Je vais séparer cette vidéo en deux, en commençant d'abord par les romans qui ont été plutôt une lecture, personnelle, dans le sens où ce n'est pas dans le cadre d'un jury, ce n'est pas dans le cadre d'un partenariat, etc. C'est mes lectures non obligatoires, on va dire ça comme ça. Et je vais à chaque fois découper en fonction des genres pour que tu puisses tout simplement, si un genre ne t'intéresse pas, tu peux switcher pour passer directement au genre suivant. Alors, on va commencer par mon genre littéraire préféré, mon chouchou, la science-fiction, fantasy, fantastique, la SFFF. Et ce mois-ci, j'en ai lu 3 dans ce genre-là. Alors, on va commencer par mon préféré, qui a été La berceuse des sorcières d'Esther Fox, paru chez J'ai lu. On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment un côté fantastique assez prononcé, surtout plus on avance dans le roman, plus c'est prononcé, vraiment, mais j'ai adoré. On a une double temporalité, 2 femmes, donc une femme dans les temps passés qui est plus ou moins reconnue comme étant une sorcière et qui va subir ce que malheureusement les sorcières subissent à cette époque-là, c'est-à-dire d'être rejetées par la société. Et de l'autre, on va suivre une femme à notre époque moderne qui va se retrouver à travailler dans une maison musée qui est la maison dans laquelle a vécu avant, tout simplement, cette femme du passé, et elle va découvrir certaines choses sur cette femme. Je n'en dis pas plus, mais c'était vraiment très très bien, une écriture hyper envoûtante. Moi j'adore ce côté un peu double temporalité, mystère, et surtout, du coup, ce côté vraiment fantastique. Mais je préfère prévenir, si tu n'aimes pas le fantastique, je suis pas sûre que ce soit pour toi parce qu'il y a vraiment une grosse part de fantastique vers la fin du livre. Moi j'ai adoré, ça m'a d'autant plus plu, mais je préfère prévenir. Ensuite, le deuxième que j'ai plutôt aimé, mais bon, il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber dans la très belle nouvelle maison d'édition PAD, qui est donc les formats poche de chez Deux Axus, avec une très belle couverture, ça c'est vrai. J'ai lu Caraval de cette même autrice, et c'était très bien, mais en fait dans celui-là j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu les mêmes, finalement les mêmes ficelles scénaristiques. C'était bien, l'univers est très chouette, vraiment, c'est très onirique, c'est très enchanteur, et en même temps c'est un peu sombre, c'est pas les contes de fées où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est vrai que l'univers vaut vraiment le détour. Mais pour avoir lu Caraval, moi j'ai trouvé une sensation un peu de déjà-vu peut-être. Mais j'ai passé quand même un très bon moment. Enfin, en fait, c'est un livre un peu étrange qui m'a plu, et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je suis passée en fait un peu à côté du coup de cœur. Mais je pense que pour l'univers, ça vaut clairement le détour. Et enfin, ma dernière lecture. Alors, ça va être assez compliqué. L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, chez Pocket. En fait, je cherchais un roman de fantasy, idéalement, et on m'a conseillé ce roman en me disant que c'était très bien, etc. Et on me dit, mais il y a un peu d'araignée. Attention, je préviens que je suis arachnophobe et que vraiment, s'il y a un peu trop d'araignées, je vais pas aimer. On me dit, mais non, vraiment, ça va, c'est juste qu'en gros, dans l'univers, il y a une sorte de déesse un peu araignée, mais on la voit pas. Et du coup, c'est pas si important que ça dans l'univers. Spoiler alerte, si, il y a beaucoup d'araignées, vraiment. En fait, il y a une sorte de peste grise qui entoile les villages au fur et à mesure, et donc et qui entoile les humains qui vivent dans ces villages. Et donc du coup, la population est menacée par cette peste grise. Il existe aussi des tarantas, qui sont des femmes sorcières qui ont été mordues par un certain type d'araignée, et qui développent, pour certaines, des énormes pattes velues. Enfin bref, voilà. Autant dire que si, il y a beaucoup d'araignées partout, donc pour les arachnophobes, mauvaise idée. Après, l'univers est original, vraiment, c'est très sombre, on est vraiment sur de la dark fantasy, c'est assez sanglant, il y a beaucoup de combats assez violents, on est sur des personnages maudits, pas vraiment des héros, clairement. Donc voilà, ça peut plaire, mais je préfère prévenir,
si on n'aime pas les araignées, vraiment c'est une très mauvaise idée. J'ai fini, hein, comme quoi ça se lit, mais on peut pas dire que c'était une grosse partie de plaisir. Donc voilà, à bon entendeur, je trouve que c'est important. Ensuite, on passe au seul polar que j'ai lu ce mois-ci, avec La Société Royale de Robert J. Lloyd. Voilà. J'ai mis du temps, il n'est pas tout petit, le début était très long, c'était très compliqué. Pourtant, polar historique, j'adore La Société Royale, donc il y a ce côté un peu scientifique, philosophique, on retrouve des personnages historiques dedans, donc c'est quand même plutôt intéressant. Mais pour moi, c'était trop long, vraiment trop long, un peu brouillon, beaucoup de personnages et on change régulièrement les points de vue. Donc ouais, vraiment un peu brouillon et surtout on sait assez vite qui est l'instigateur des crimes, même si on ne sait pas pourquoi et qu'en fait il y a quand même un rebondissement final qu'on ne sait pas, mais en fait on sait beaucoup de choses dès le début. Donc le suspense n'était pas forcément à son comble. Il m'a fallu facilement 150-200 pages avant d'être vraiment prise dans l'intrigue. Heureusement que je n'aime pas abandonner un livre parce que sinon je pense que je l'aurais abandonné. Donc pourquoi pas, mais il faut aimer les choses assez lentes finalement, qui mettent du temps à s'installer et avec beaucoup de personnages. Le contexte historique par contre et politique est super intéressant. Donc voilà, vraiment pour des gros adeptes de polar historique, parce que sinon, je sais pas, c'était, moi en tout cas, j'ai pas été subjuguée, on va dire, par le roman. Enfin, je termine avec tout ce qui est littérature contemporaine, avec en premier ça. Bien sûr que Les Poissons ont froid de Fanny Ruet, une humoriste belge. Et on m'a dit, tu verras, c'est très drôle. Alors oui, c'est drôle. Moi, ça m'a pas fait hurler de rire non plus, mais c'est la problématique avec tout simplement l'humour. C'est que ça passe ou ça casse et c'est très subjectif. Et ce qui fera rire quelqu'un ne fera pas forcément rire quelqu'un d'autre. Donc avec des petites notes de bas de page, etc., ça j'adore, je trouve ça toujours très drôle. Mais j'ai pas explosé de rire non plus. Après, j'ai par contre beaucoup aimé l'aspect nostalgie, sociologie. Ça parle de beaucoup de thématiques hyper actuelles, dépression, alcoolisme. Voilà, on va suivre une femme qui décide de retrouver son crush d'adolescence, on pourrait dire, puisqu'en fait ils ne se sont jamais vus. C'était un crush par MSN. Donc voilà, déjà si tu as connu MSN, bienvenue. Tu es un peu plus vieux ou vieille euh, que la moyenne maintenant. Je dis ça en rigolant évidemment, mais voilà, MSN. Et donc voilà, elle décide de partir à sa recherche, mais finalement c'est aussi l'opportunité d'interroger plein de choses sur sa propre vie, sur les relations humaines, sur l'amitié, l'amour, etc., l'identité. Voilà, donc j'ai aimé le sujet, mais j'ai par contre pas autant ri que ce que je pensais. Dans le genre dans la même maison d'édition, j'ai préféré par exemple Mon mari de Maud Ventura, qui est un humour qui me correspond plus. Mais ça reste très drôle, très frais. C'est une bonne lecture de vacances, je pense, tout en ayant quand même une bonne profondeur dans les sujets abordés. Ensuite, ce roman, Le magasin des jouets cassés de Julien Rampa, donc un petit feel-good que j'ai lu en lecture commune. Déception. J'ai pas adhéré à l'écriture, honnêtement. Alors c'est très beau, très poétique, mais j'ai parfois eu l'impression que l'auteur voulait en faire un peu trop. Et du coup, parfois, c'est un peu lourd. Voilà. Un peu lourd dans le sens, voilà, je trouve qu'il en fait un peu des caisses. C'est pas toujours ultra fluide. Après, ça se lit très vite. Et c'est découpé en 3 parties. Et j'avoue qu'à la fin de la deuxième partie, il y a eu un petit retournement de situation qui fait que j'étais assez surprise et qui m'a donné envie de finir. Donc j'ai quand même passé un bon moment. Heureusement que je l'ai lu avec des gens, ça m'a permis de travailler un peu, de réfléchir, de discuter un peu autour de ça. Mais en fait, les personnages aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Certains sont assez attachants, mais alors d'autres, vraiment, ils sont pas très compréhensibles dans leurs actions et dans leur personnalité. Et comme le roman est assez court, finalement, on n'a pas vraiment le temps de comprendre comment ils en sont arrivés à être ceux qu'ils sont. Et ils sont juste relativement détestables. Donc, bon, voilà. Après, c'est très sympa, il y a quand même des beaux moments. Mais lecture douce amère, en tout cas, bon, voilà, bof. Euh, et le dernier en littérature, qui fait partie de la rentrée littéraire de chez Nami et qui va paraître le 21 août 2024. Donc j'ai eu la chance de lire en ayant été invitée dans les locaux de Charleston et Nami au mois de juin, justement. Un court roman japonais, donc Le dernier voyage de Momoko Hidaka. Pareil, que dire, difficile de le résumer. J'ai aimé l'écriture parce que récemment je trouve que dans les romans japonais c'est un peu tout le temps la même chose,
ça manque un peu d'originalité. J'ai l'impression, en tout cas personnellement, dans les quelques romans japonais que je peux lire récemment, comme La Bibliothèque des rêves secrets, des choses comme ça. Là, je trouve qu'on a une écriture plus originale, un peu plus percutante, avec du patois à un moment. D'ailleurs, bravo à la traduction, parce que je pense que c'était vraiment pas facile à traduire de fait. Euh, donc du patois, et il y a quelque chose de très original avec voilà, cette vieille femme très, très seule, et dont on entend en fait les voix qu'elle a dans sa tête. Enfin, voilà, tous les discours qu'elle a plein de voix en elle. Elle n'est pas folle, hein, mais juste comme tout à chacun, on parle un peu avec soi-même, et donc elle a plein de voix en elle, et chaque voix est différente, avec un ton différent. Et donc, enfin, voilà, ce travail-là est très très bien fait, mais je trouve que ça tourne vite en rond, alors que franchement c'est pas long. Et j'ai pas trop compris la fin, dans le sens où j'ai pas trop compris où l'autrice cherche à en venir et quel est le message finalement de ce roman. Parce que voilà, c'est cette vieille femme dont elle a perdu le mari, qui se retrouve assez seule, qui revient sur sa vie et qui se rend compte qu'elle a peut-être pas toujours fait ce qu'elle avait envie de faire, qu'elle rêvait d'autre chose, et que finalement elle a fini par retomber dans cette sorte de schéma un peu sociétal, se marier, avoir des enfants, etc. Et elle se retrouve à la fin de sa vie en se disant bah mince, j'ai un peu loupé peut-être ce pourquoi on est sur Terre, entre guillemets. Donc le début était vraiment bien, et j'ai vraiment aimé le début. Mais il y a un moment où je sais pas, je trouvais que ça tournait en rond et qu'on savait pas trop où ça allait, jusqu'à la fin vraiment où voilà, je pense qu'il est à lire notamment pour l'écriture par contre, qui est vraiment originale et qui change vraiment, je trouve, de ce qu'on peut lire en littérature japonaise actuellement. Et pour des gens qui aiment des choses très contemplatives et très très introspectives, il se passe vraiment pas grand chose, c'est que dans la tête de Momoko qu'on va être. Par contre, voilà, faut y aller, c'est à ce niveau-là très très bien. Voilà pour la partie personnelle. Je vais donc passer maintenant aux lectures un peu plus obligatoires. Bon, tout est relatif, ça a été pour certains un véritable plaisir. Et donc on va commencer par un livre que j'ai lu en tant que juré libraire du prix Charleston Poche en littérature étrangère. J'ai lu l'autre au mois de mai, tant pis. C'était J'irai te chercher jusqu'au bout du monde. Et au mois de juin, j'ai commencé avec La femme du prisonnier de Maggie Brooks. Alors il faut savoir qu'en général, les romans de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas du tout ma tasse de thé, vraiment, je n'ai pas d'affection particulière pour cette période historique, en général ça me saoule assez vite. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, vraiment, d'ailleurs j'ai voté pour lui, bon il n'a pas gagné, mais j'ai voté pour lui. La femme du prisonnier, inspirée d'une histoire vraie, comme souvent d'ailleurs dans les romans inspirés de la Seconde Guerre mondiale. On a une fille de ferme qui va rencontrer un prisonnier de guerre britannique qui vient travailler sur sa ferme en fait. C'est le coup de foudre, il décide de se marier en secret et de fuir, sauf qu'évidemment la fuite ne se passe pas vraiment comme prévu. Ils sont capturés, et elle est capturée alors qu'elle est déguisée en homme pour pouvoir fuir justement. Et donc elle va être emmenée avec son mari et d'autres prisonniers, et en fait c'est toute cette histoire sur la vie en captivité dans les camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, et la peur permanente qu'elle soit dénoncée ou remarquée en tant que femme, considérée potentiellement comme une espionne, et auquel cas c'est la mort assurée. Bref, c'est très beau, c'est une belle romance, et en même temps j'ai vraiment adoré ce côté un peu Mulan finalement, de cette femme déguisée en homme qui va dans un camp où il n'y a que des hommes, avec tous les risques que ça implique, et c'est vraiment très très beau. Vraiment la solidarité, etc. Il y a plein de rebondissements, c'est une écriture très fluide, vraiment ça se lit tout seul, j'ai vraiment beaucoup aimé, et très très bonne surprise pour ma part. Ensuite, j'ai été sélectionnée pour deux masses critiques Babelio. La première en essai, alors je vais aller assez rapidement parce que vraiment c'est tout petit, en non-fiction, donc un court entretien de Donna Haraway, Récit pour notre temps. En fait, c'est vraiment un entretien qui permet de se familiariser avec la pensée de Donna Haraway. C'est très accessible, ça permet vraiment de comprendre les grandes lignes de sa pensée pour potentiellement lire ou relire des essais qu'elle a pu écrire autrement. C'est très intéressant, mais c'est très 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 introductif évidemment. Et même si c'est passionnant, bah voilà, c'est plus que court, hein, c'est même pas 100 pages, à peine 90 pages. Donc voilà, c'est vraiment un petit essai introductif pour s'il y a des personnes qui souhaitent comprendre un peu mieux ou découvrir un peu mieux la pensée de Donna Haraway, qui est une grande penseuse féministe notamment. Et l'autre, en roman cette fois-ci, Monde parallèle, une histoire d'amour de Keigo Higashino, encore de la littérature japonaise, et cette fois-ci on est vraiment dans du fantastique, avec une bonne intrigue, fantastique science-fiction, c'est un peu étrange. En gros, on va suivre deux vies parallèles, deux mondes parallèles. Euh, dans la première vie, on a un homme qui a pendant un an vu une femme dans le train d'en face tous les jours à la même heure, enfin tous les mardis à la même heure pendant un an. Et le jour où il la rencontre, il se trouve que cette femme est la petite amie de son meilleur ami et collègue. Voilà.
Donc ça se passe pas très bien pour lui, il le vit assez mal finalement parce qu'il avait développé une sorte de fascination, amour un peu étrange pour cette femme qu'il n'avait jamais vue en vrai ni parlé, mais voilà. Et dans l'autre monde parallèle, il se réveille en étant en couple avec cette femme et son meilleur ami semble avoir disparu de la circulation. Voilà en gros. Et moi j'ai adoré parce qu'en fait on ne dit pas dans quel monde parallèle on est chaque chapitre. Donc ça demande à chaque fois un petit temps de réadaptation pour comprendre exactement où est-ce qu'on en est. Mais moi j'ai adoré être un peu perdue, de devoir comprendre exactement où est-ce qu'on en est. Et c'est très intéressant ce côté de la mémoire, des vies parallèles, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a envie de savoir et de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y a une vraie intrigue puisque son meilleur ami semble avoir disparu dans l'autre réalité parallèle. Et comment ça se fait qu'il a disparu. Enfin voilà, et lui il se souvient de choses, mais du coup il ne sait plus si c'est un souvenir réel ou pas. Enfin, moi j'ai adoré tout ça. Il faut aimer ce style-là, mais vraiment moi ça a été, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon seul regret finalement, c'est dans l'écriture japonaise de manière générale, il y a assez peu d'émotions, alors que pourtant il y a des émotions très fortes. Hein. Il y a de la jalousie, de l'amour, de l'amitié, c'est de la trahison, de la culpabilité, c'est très fort. Et parfois dans les dialogues, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu distancié, un peu froid, qui pour ma part, était un peu dommage. Bon, tant pis, mais ça reste une très très bonne lecture. Vraiment, j'ai adoré découvrir Keigo Higashino avec ce roman. Ensuite, j'ai lu ça pour un book club cube dont je suis l'animatrice. Le secret des Dévril de Santa Montefiore dans le nouveau label Verso des éditions Seuil. Et ça, j'ai adoré aussi. Donc là, on est sur une saga familiale en Irlande au début du XXe siècle. Et on va suivre notamment Kitty, donc, qui est la plus jeune de la famille d'Evril. Et Bridie, qui est une domestique et notamment son amie, mais bon, différence de classe sociale, etc., etc. Il y a un soupçon de fantastique puisque les Dévril sont malheureusement touchés par une malédiction. Et Kitty est l'une des rares à être capable de voir les fantômes de ses ancêtres d'Evril qui sont toujours bloqués dans le fameux château familial. Donc voilà, on est vraiment sur une saga familiale hyper intéressante, avec beaucoup de rebondissements, les personnages sont hyper attachants, Kitty est vraiment une héroïne comme on aime, flamboyante, sauvage, les paysages sont incroyables, vraiment c'est un hommage fou aux paysages irlandais, et le contexte historique est vraiment passionnant parce que les Devril sont une famille anglo-irlandaise. Ils vont se retrouver d'abord pris dans la Première Guerre mondiale et ensuite sur la guerre d'indépendance irlandaise. Et en tant qu'anglo-irlandais, ça va être compliqué puisqu'ils sont un peu des traîtres finalement face aux Irlandais pure souche, pourrait-on dire. Et donc voilà, il y a toute cette intrigue autour de ça. Il y a de la romance impossible, il y a de la trahison, il y a de l'amitié, il y a des dynamiques familiales hyper bizarres. La mère de Kitty ne peut pas la blairer globalement. Enfin voilà, c'est drôle et en même temps c'est terrible, c'est très touchant, enfin vraiment ça se lit mais tout seul. Très très bonne saga familiale, alors là pour l'été vraiment c'est le genre de lecture je trouve parfaite pour s'évader tout en vibrant avec des émotions fortes. Et je termine avec 2 lectures en tant qu'ambassadrice au gré du monde pour HarperCollins, qui est donc une nouvelle collection de chez HarperCollins autour de la littérature étrangère. Donc le premier que j'ai lu, c'est le tome 2 de Destinée suédoise de Katharina Widholm. Donc on est sur une saga familiale encore une fois qui cette fois-ci se passe en Suède. Et dans le premier tome et dans le deuxième, on suit la vie de Betty, qui est donc dans le premier tome, en gros, rappel rapide, en gros c'est une jeune femme qui vient un peu de la campagne suédoise, qui se retrouve au service en tant que domestique d'une riche famille bourgeoise suédoise de Stockholm. Et comment dire, évidemment il se passe plein de choses, hein, c'est les sagas familiales, voilà, amour impossible, trahison, voilà, bon, un peu comme l'autre finalement. Mais on est vraiment dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Dans celui-là, on est en 1942. Donc la Seconde Guerre mondiale est passée, mais rien n'est fini et Betty va faire face à de nouveaux défis. Bon, c'était sympa, j'ai bien aimé le premier tome. Le deuxième, j'ai moins accroché, je trouve certaines ficelles un peu faciles. Mais encore une fois, bon, je suis pas la plus grande fan des sagas familiales et encore moins pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis pas le public pour, mais je suis sûre par contre qu'il trouvera son public. Si tu aimes les sagas familiales, les côtés romans historiques, avec des personnages assez flamboyants, etc., vraiment, ça reste une très très bonne saga, avec un tome 3 à venir bientôt. Et je termine avec ça, qui a été vraiment ma meilleure lecture de ce mois de juin, et pareil, encore une fois, une meilleure lecture inattendue, puisque le livre perdu d'une Pia de l'Edelweiss de Brianna Labousques, je ne suis pas sûre de prononcer correctement son prénom, son nom de famille, pardon, ça se passe évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale.
de base, c'est pas du tout mon truc, je pense l'avoir déjà dit, mais je le répète. Et pourtant, pareil, j'ai été embarquée dans ce roman. Là, on a une triple temporalité, on va suivre 3 femmes à 3 époques différentes, avant, pendant et après la guerre. Alors, avant la guerre, on suit Anne-Lise, qui fait partie de ces fameux pirates de l'Edelweiss, que je ne connaissais pas, qui sont en fait des jeunes qui étaient passionnés de randonnée, de nature, d'activités en plein air, en fait, et qui vont en fait être des contradicteurs d'Hitler. Ils refusent de rejoindre les jeunesses hitlériennes, ils voient bien que Hitler c'est une très mauvaise idée ce qui est en train de se passer, et donc ils essayent un peu de saboter des choses, etc. Et ce qui était au départ juste un peu la liberté va se transformer réellement en résistance, avec les risques que cela provoque évidemment pour ces jeunes adolescents qui ont 16, 17, 18 ans à peine. Donc voilà, donc on suit d'abord Anne-Lise avant la guerre, qui donc est une pirate de l'Edelweiss. On suit Christina, sa sœur, pendant la guerre, qui semble avoir évolué. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre elle et sa sœur avant la guerre. Et elle se retrouve un moment à participer à une manifestation pacifique avec plein d'autres femmes. Et ça dure une semaine. Et en fait, cette manifestation a pour but de faire sortir leur mari qui étaient censés être protégés par le mariage, des maris juifs, qui étaient censés être protégés par le mariage avec une non-juive. Sauf que voilà, on est sur la fin de la guerre, Hitler n'a plus envie de protéger cette partie de la population, et donc ils sont embarqués alors qu'ils pensaient être en sécurité, et donc toutes les femmes décident de faire une sorte de manifestation pacifique, dans le sens elles sont juste devant le centre de détention, elles ne disent rien de politique, etc. Et donc bref, Christina va se trouver mêlée à ça. Et enfin, on suit Amy après la guerre. Alors Amy est américaine, et elle, en fait, son job est de venir en Allemagne pour trier et rendre, si c'est possible, les livres qui ont été spoliés et volés par les nazis pendant la guerre. Déjà, je trouve ça intéressant, donc on est dans la veine des Monuments Men, vraiment. Et donc, on la retrouve après la guerre, et elle tombe sur un court ouvrage de poésie qui est dédié à Anne-Lise, cette fameuse Anne-Lise qu'on voit avant la guerre. Donc voilà comment ces 3 personnages se croisent. On va comprendre ensuite ce qui se déroule pour chaque temporalité. Les personnages sont très très attachants. Amy, j'ai vraiment adoré ce personnage. Il y a une petite pointe de romance, mais juste ce qu'il faut pour faire vibrer sans être too much, on va dire. Le contexte historique est vraiment intéressant, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses, comme les pirates de l'Edelweiss, ou d'en connaître un peu plus sur les Monuments Men, et notamment la façon dont les Américains ont géré le tri de ces ouvrages volés par les nazis, pardon. Voilà, c'était vraiment hyper intéressant, et il y a des réflexions très très intéressantes, notamment sur la guerre, sur le courage, sur la résistance, sur tout ça, qui sont plus qu'essentiels, je pense, à mon avis, à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'était vraiment tout bénef. C'était incroyable, je ne pensais pas du tout aimer ce genre de livre, et j'ai juste adoré. Donc voilà mon coup de cœur pour ce mois de juin 2024. Et voilà, j'ai terminé mon bilan de ce mois de juin. C'était déjà pas mal finalement, avec juste 15 livres. Donc j'espère que ça t'a plu. C'est ma première vidéo, donc je suis vraiment désolée pour le cadre pas incroyable. J'espère que le son, ça va. Si tu as des retours constructifs à faire, n'hésite pas, je reste disponible, et j'espère vraiment que ça te plaira. J'ai déjà plein d'idées de futures vidéos. Donc merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout si tu l'as fait, et à très bientôt.